Oral questions. Question orale. The Honourable Leader of the Opposition. Le chef de l'opposition. Monsieur le Président, on apprend aujourd'hui que le 14 mai, des membres des Forces armées canadiennes ont rédigé un rapport décrivant les conditions atroces dans les centres de soins de longue durée en Ontario. Les aliments pourrissent, ils demandent de l'aide, les aînés, les Canadiens sont horrifiés d'entendre ces détails. Mais les libéraux n'ont fourni ce rapport au gouvernement de l'Ontario que dimanche. Ça veut dire que ça l'a pris 2 semaines. Pourquoi est-ce qu'il a fallu une fuite pour que ces détails soient rendus publics? Pourquoi est-ce que le premier ministre n'a-t-il pas été transparent avec ces nouvelles terrifiantes? Monsieur le Président, je l'ai déjà dit à maintes reprises en Chambre, et tout au long de cette pandémie, il faut qu'on fasse beaucoup mieux pour nos aînés dans nos centres de soins de longue durée. Le rapport qui a été rendu public est outrageant. Nous avons reçu le rapport jeudi soir. On a notifié les autres ministres vendredi et le rapport ensuite a été acheminé à la province de l'Ontario en fin de semaine. J'ai lu le rapport lundi et aujourd'hui, mardi, il est rendu public. Les Canadiens ont besoin de savoir ce qui se passe et il faut qu'on travaille ensemble pour trouver des solutions. Le chef de l'opposition, Monsieur le Président, ce rapport a été rédigé le 14 mai. Il a fallu presque 2 semaines pour que ce soit rendu public. Que ça. Il mérite mieux que le gouvernement attende presque 2 semaines avant de lire un rapport absolument terrible sur la situation dans les centres pour aînés. Nous apprenons que l'armée travaille sur un 2e rapport qui va faire état de la situation dans les centres de soins de longue durée au Québec. Est-ce que le Premier ministre peut nous assurer qu'il ne va pas attendre 2 semaines avant de le lire? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, ce qui s'est passé dans les centres de long terme en Ontario est absolument inacceptable et ce rapport est extrêmement troublant. C'est pourquoi le ministre de la Défense nationale l'a reçu jeudi passé. Il l'a partagé avec ses homologues, avec mon bureau vendredi. On l'a partagé avec le gouvernement de l'Ontario en fin de semaine. Et aujourd'hui, mardi, on est en train de le partager publiquement. Nous devons d'agir pour assurer qu'on aide et qu'on s'occupe de nos aînés qui ont bâti ce pays. C'est l'obligation de nous tous en tant que Canadiens. Le chef de l'opposition. Une question toute simple. Qui avait le rapport depuis le 14 mai? Du 14 mai jusqu'à jeudi dernier, c'est qui l'avait? Le très honorable Premier ministre. Jeudi dernier, le chef d'état-major a transmis le rapport au ministre de la Défense. Les Forces armées canadiennes avaient le rapport jusqu'à ce moment-là. Le leader de l'opposition. Les médias nous disent que le ministre du gouvernement numérique fait la promotion pour intervenir en justice contre Global News pour leur histoire qui critiquait la Chine. WeChat est une plateforme de médias sociaux qui est surveillée par la Chine et pire encore, le ministre a avoué que son aide politique, c'est celui qui gère son compte WeChat et c'est clairement inapproprié. Quelles mesures le Premier ministre a-t-il pris à la lumière de ces révélations? Le très honorable Premier ministre, Monsieur le Président, à titre de parti et de gouvernement, nous accordons de l'importance au travail des journalistes dans tout le pays. Attaquer l'intégrité de journalistes qui travaillent dur, c'est inacceptable. La personne qui a affiché ce lien ne fait plus partie du groupe et ne fait plus partie de l'association électorale de la circonscription en question. Monsieur le Président, c'est typique des libéraux. Ils ne s'excusent que quand ils sont pris la main dans le sac. Et quand on pense à toute leur démarche vis-à-vis de la Chine, les experts en politique étrangère nous disent que le gouvernement a pour attitude de parler très doucement à la Chine et de ne pas prendre de risques. Hier, j'ai dit qu'il fallait condamner la Chine pour ce qui se passe à Hong Kong. Le Premier ministre a refusé. Mais là, c'est beaucoup plus grave. En aidant une branche du gouvernement chinois qui cherche à museler
le journalisme, le premier ministre contribue en fait à la répression des journalistes en Chine. Monsieur le Président, comme je l'ai dit, la personne en question n'était pas associée à l'association de district électoral ou aux députés en question. Nous sommes préoccupés par les propositions qui sont faites vis-à-vis de la sécurité nationale à Hong Kong. Des centaines de milliers de Canadiens habitent à Hong Kong et nous souhaitons que Hong Kong soit prospère et stable. Nous soutenons l'autonomie de Hong Kong et les libertés en vertu du droit fondamental. La proposition mine l'existence de deux États distincts et nous soutenons la liberté de la presse partout dans le monde. Merci, M. le Président. Je ne sais pas combien de réponses creuses et vides le premier ministre a pour les médias, le Parlement, les contribuables québécois, mais il va découvrir que le Bloc québécois va le suivre jusqu'en campagne électorale avec le fait qu'il a la main dans le sac d'argent public. Et il disait ce matin, en point de presse, les programmes ne jugent pas. Les électeurs jugent. Le programme n'a pas de jugement. Le premier ministre devrait en avoir. Est-ce que le premier ministre a assez de jugement pour renoncer à la subvention salariale à laquelle le Parti libéral ne devrait pas avoir droit et remettre l'argent le cas échéant? Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, à travers le pays, des gens qui travaillent pour différentes organisations, différentes entreprises sont en danger de perdre leur emploi à cause de la COVID-19. Le supplément, l'aide aux travailleurs qu'on a donnée, c'est justement pour pouvoir assurer que les gens continuent dans leur emploi, gardent leur emploi pour pouvoir reprendre l'économie. Nous avons bougé rapidement pour pouvoir aider les gens à travers le pays. Notre emphase est toujours sur les travailleurs et c'est ça qu'on aide avec cette subvention aux travailleurs. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Je me demande aussi, on aura l'occasion d'y revenir, parce que le NPD a dit, écoutez, on a recours au programme. Jusqu'à ce que le NPD le dise, on ne savait pas que les libéraux et les conservateurs avaient non seulement demandé, mais obtenu. Oh, c'était tellement discret. C'est un programme, en effet, pour préserver un lien d'emploi. C'est un programme pour les entreprises puis les travailleurs. Puis il fallait protéger les jobs. Ma question, est-ce que le premier ministre dit aujourd'hui qu'il aurait mis à pied tout le personnel du Parti libéral s'il n'avait pas eu la subvention salariale? Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, les organismes et des entreprises à travers le pays font face à des difficultés à cause de la COVID-19 et ce programme de subvention salariale est là pour les organismes sans but lucratif, les organismes caritatifs, des entreprises qui ont subi une baisse de revenus et qui veulent être là pour assurer la continuité et l'appui pour leurs travailleurs. Par rapport à la transparence, Monsieur le Président, la liste de toutes les compagnies qui reçoivent et les organisations qui reçoivent la subvention salariale sera publiée. Il y a toujours un désir de transparence dans tout ce qu'on fait en tant que gouvernement. The honourable member for Burnaby South. Le député de Burnaby South. Merci, Monsieur le Président. Les Canadiens ont été horrifiés d'apprendre les détails dans le rapport des Forces armées canadiennes sur les centres de soins de longue durée en Ontario. Mais les aînés ont besoin de plus que de la compassion. Ils ont désespérément besoin qu'on agisse. Cela fait maintenant plusieurs rapports qui indiquent que les centres de soins privés font l'objet de conditions déplorables. Le premier ministre va-t-il nous dire que le moment est venu d'éliminer le profit de ces centres de soins pour aînés? Monsieur le Président, nous sommes tous préoccupés par les conditions de vie des aînés dans ces centres de soins. Le gouvernement fédéral est prêt à aider les provinces dans leur champ de compétences. Nous n'allons pas dire aux provinces ce qu'elles doivent faire dans leur champ de compétences qui sont les leurs, mais nous reconnaissons qu'il nous faut trouver des solutions dans tous les niveaux de gouvernement et avec tous les Canadiens pour qu'on s'occupe mieux des aînés vulnérables qui ont bâti notre pays et pour qui il faut faire beaucoup mieux que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Le député de Burnaby Sud. Le Canada a besoin de leadership national. Les aînés ne devraient pas être négligés. Était dans le CHSLD errant au Québec
31 personnes âgées sont mortes dans ce centre. C'est inacceptable. Les pires conditions sont dans les CHSLD privés. Est-ce que le Premier ministre est prêt de dire aujourd'hui, c'est le temps d'enlever les profits dans les soins de nos aînés? Le très honorable Premier ministre. Toute question de l'administration des CHSLD revient de façon très appropriée, de façon constitutionnelle à la province du Québec et nous allons respecter le travail que doit faire la province, mais bien sûr, comme le gouvernement fédéral a été là pour l'aide avec les forces armées, comme on est là pour appuyer nos aînés et nos travailleurs à travers le pays, nous allons être là pour travailler avec Québec dans tout respect, accompagner Québec et les autres provinces dans une réflexion sur comment on peut tous mieux servir nos aînés qui méritent beaucoup mieux que ce qu'ils ont reçu dans des situations semblables. The honourable member for Selkirk Interlakes Eastman. Le député de Selkirk. Monsieur le Président, les militaires qui ont servi dans l'opération Laser ont tiré la sonnette d'alarme au sujet des aînés en centre de soins de longue durée. Le rapport a été produit le 14 mai, mais rien n'a été fait d'ici avant vendredi. Et le ministre de la Sécurité publique n'a rien fait pendant des jours. Les militaires s'exposent au danger. Les aînés sont maltraités. Les traitements des aînés est absolument outrageant. Comment se fait-il que le premier ministre n'a rien fait pendant 2 semaines? Le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, je souhaite exprimer ma gratitude aux hommes et les femmes en uniforme qui ont fait avancer la cause de l'Ontario et du Québec. Ils ont été témoins de conditions déplorables dans ces soins de longue durée pour les aînés. Ils exigent qu'on agisse. J'ai pris connaissance de ce rapport vendredi. J'ai notifié la province de l'Ontario et j'ai communiqué les constatations avec la province. Et comme le premier ministre l'a déjà indiqué, nous avons reçu l'information jeudi. Je l'ai reçu vendredi. Nous avons tendu la main à la province de l'Ontario. Nous avons communiqué l'ensemble du rapport à la province. Le député de Selkirk. Monsieur le Président, ça ne répond pas à la question. L'information est devenue disponible le 14 mai. Le gouvernement a refusé d'agir à ce moment-là. Il aurait fallu protéger les aînés les plus vulnérables. Nos êtres chers y sont. La question est toute simple. Pourquoi est-ce que les libéraux se sont tournés les pouces pendant 2 semaines sans rien faire pour protéger les aînés en centre de soins? Monsieur le Président, je souhaite corriger le député d'en face. Comme on lui a déjà dit, le gouvernement a reçu l'information jeudi dernier et ça m'a été transmis le lendemain. Nous avons pris des mesures pour en informer la province. C'est une information importante qui a été recueillie par les Forces armées canadiennes. Ça a été communiqué au gouvernement jeudi et nous avons pris des mesures immédiates pour essayer de remédier aux conditions déplorables dans ces centres de soins. La crise peut générer des déficits. On en est conscient. On est conscient aussi qu'un déficit, c'est une facture que l'on envoie à nos enfants. Monsieur le Président, le président du Conseil du Trésor est au cœur de toutes les situations financières du gouvernement. C'est lui qui voit l'argent qui rentre et c'est lui qui voit l'argent qui sort. Le directeur parlementaire du budget, il y a 1 mois, statué que le déficit du Canada était de 252 milliards de dollars. Est-ce que le président du Conseil du Trésor peut indiquer aux Canadiens à combien se chiffre le déficit aujourd'hui? Il est au cœur des décisions. L'honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, nous savons que c'est une crise. Nous savons que c'est très important de faire des investissements pour les familles canadiennes, pour les entreprises au Canada, pour assurer que nous avons un pont d'ici à la fin de la crise. Donc, nous allons continuer avec notre approche, faire des investissements. De cette façon, on peut avoir une économie après la crise est finie. Le député de Louis-Saint-Laurent. Monsieur le Président, ça n'a pas de bon sens. Comment ça se fait que le ministre des Finances et le président du Conseil du Trésor sont incapables de savoir le déficit aujourd'hui au Canada, alors que le directeur parlementaire le savait, lui? Si le directeur parlementaire le sait, les gens du gouvernement doivent le savoir. Pourquoi il cache la réalité aux Canadiens? Un autre point, Monsieur le Président. Il y a 1 semaine, le gouvernement a dit qu'il allait alléger les prêts aux entreprises pour les comptes d'urgence. 1 semaine plus tard, toujours rien. Pourquoi? L'honorable ministre.
Monsieur le Président, deux questions différentes. On va considérer la situation économique quand notre situation est plus stable. Maintenant, c'est une économie qui est très fluide. Donc, on va être transparent chaque journée avec nos investissements. Pour nos programmes, nous avons considéré comment nous pouvons améliorer nos programmes chaque journée et le prêt d'urgence est un exemple d'un élargissement de notre approche pour assurer que plus des entreprises peuvent avoir l'opportunité d'utiliser les prêts. Merci. The Honourable Opposition House Leader. Monsieur le Président, il y a un étudiant qui louait une chambre à un étudiant étranger. L'étudiant étranger a trouvé une façon de percevoir la prestation d'urgence et de retourner dans son pays. Il peut quitter le Canada, il reçoit la prestation d'urgence et sa propriétaire ne reçoit pas le loyer entre-temps. Alors, comment se fait-il que les libéraux ne font rien contre ceux qui essayent de profiter de cette prestation d'urgence sans y avoir droit? Ma collègue de soulever cette question. Notre plan est très clair dès le début. Ça a été d'aider rapidement et efficacement les Canadiens et en particulier les étudiants qui ont beaucoup de difficultés à passer à travers la crise actuelle. Nous avons besoin de tous les Canadiens et de tous les étudiants pour que la relance économique puisse être faite prochainement. Nous savons aussi qu'il y a des mécanismes dont l'Agence de revenus du Canada peut utiliser l'Agence de revenus pour s'assurer que ce mécanisme d'envoi d'aide à nos gens soit fait dans la rigueur nécessaire et on compte sur eux pour faire leur travail. The Honourable Opposition House Leader. La leader de l'opposition dans l'opposition. Selon le National Post, les ressortissants étrangers ne sont pas obligés de prouver une déclaration de statut pour recevoir la prestation d'urgence. Les étudiants étrangers ne sont pas obligés de montrer un visa étudiant. Il n'y a pas de mesure pour veiller à ce que la fraude n'est pas court. Alors, le premier ministre se rend-il compte que de ne rien faire, c'est en fait encourager la fraude? Extraordinairement clair. Dans la situation très difficile dans laquelle beaucoup de Canadiens se retrouvent, le gouvernement canadien a fait le choix évident d'aider rapidement et de manière efficace. Dès le départ, nous avons toutefois évidemment informé tous les Canadiens que ce processus allait être fait avec rigueur, que les mécanismes de l'Agence de revenus du Canada allaient s'appliquer par la suite pour faire en sorte que non seulement les Canadiens reçoivent l'aide à laquelle ils ont besoin, mais que tout ça soit fait dans l'intégrité nécessaire. L'honorable député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. On le répète, la subvention salariale, c'est pour les commerces et les PME qui ont peur d'avoir à choisir entre faire faillite ou mettre à pied leurs employés. C'est pas pour des partis politiques plusieurs fois millionnaires. Le 15 mai dernier, le ministre des Finances a annoncé que la subvention salariale serait prolongée de 3 mois jusqu'à la fin d'août. Ma question est simple. Savait-il à ce moment-là que son propre parti en profiterait? L'honorable ministre des Finances. Nous avons décidé que la subvention salariale est très importante pour chaque secteur à travers le pays, pour chaque situation, à cause de notre approche. Nous voulons protéger les employés. Donc, pour une entreprise qui a une diminution de revenus de 30% ou plus, ils vont avoir l'accès aux subventions salariales. Ça, c'est pour protéger les employés. Nous pensons que c'est une bonne approche. Honorable député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. Les personnes migrantes qui s'occupent de nos aînés en CHSLD ont prouvé qu'elles sont exceptionnelles. C'est pourquoi nous demandons un traitement rapide, prioritaire et exceptionnel de leurs demandes en tenant compte de leur dévouement. Nous avons déposé une motion hier pour demander au gouvernement d'agir, mais les conservateurs ont refusé. Nous en déposons une autre aujourd'hui, en espérant que tous les partis auront autant de cœur que ces personnes qui risquent leur vie pour sauver celle des bâtisseurs du Québec. Est-ce que le gouvernement va prioriser et accélérer le traitement de leurs demandes? L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. Le Canada est une société accueillante. Notre système d'immigration continue d'être fondé sur la compassion, l'efficacité et les occasions économiques. Il faut aussi protéger la santé et la sécurité des Canadiens. Tous les demandeurs recevront une audience juste et pendant qu'ils attendent, ils peuvent travailler et recevoir des soins de santé de base. Nous sommes heureux du travail qu'ils font pour aider les Canadiens vulnérables. Nous écoutons
la motion et les demandes de la députée de l'autre côté. Saskatoon-Grasswood. Le député de Saskatoon-Grasswood. Merci, Monsieur le Président. Les libéraux refusent de nous dire ce qui est arrivé à la réserve nationale avant la crise. Vendredi, le médecin en chef a dû répondre à la question de savoir si elle avait dit aux libéraux que la réserve était sous-financée. Mais la ministre de la Santé a empêché Dr Tam de répondre à la question. Elle a dit qu'il s'agissait d'une question de secret du cabinet. Quand les libéraux vont-ils nous donner une réponse quant à la décision de réduire la réserve canadienne? L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier Dr Tam et en fait l'Agence en entier de faire preuve de transparence avec les Canadiens. Comme le député le sait, nous parlons aux Canadiens des forces et des faiblesses de la réserve d'urgence. On a beaucoup appris au cours des derniers mois pour ce qui est de créer une réserve efficace au pays et j'ai hâte de continuer à obtenir des mises à jour régulières de la Dr Tam. Le député de Kamloops-Thompson-Caribou. Eh bien, on n'a toujours pas de réponse. Évidemment, elle a empêché le médecin de prendre la parole. On sait que les libéraux ont envoyé 16 tonnes de matériel de protection en Chine. Nous savons aussi que nous sommes dans une course mondiale pour obtenir autant de masques que possible. Nous savons que certains des masques de la Chine sont défectueux. Il est temps que la ministre présente ses excuses auprès des employés de la santé. L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. D'abord, j'aimerais remercier les travailleurs de la santé partout au pays pour le travail qu'ils font au nom de nous tous. Et comme la députée le sait, nous travaillons fort aussi pour protéger les Canadiens. J'aimerais remercier la ministre de l'Approvisionnement et son équipe d'avoir mis en place une approche d'approvisionnement qui nous permette de répondre à toutes les demandes des provinces et des territoires. Évidemment, nous travaillons avec les provinces et les territoires pour avoir le bon équipement. Merci. Le député de Flamborough-Glanbrook. Monsieur le Président, hier, le premier ministre a refusé de condamner les attaques par la Chine à Hong Kong. Les libéraux ont même voté contre la reprise des séances du Comité Canada-Chine. Les libéraux disent défendre la liberté, mais ils défendent un régime communiste et pourtant, c'est assez. Quand les libéraux vont-ils défendre les droits de la personne? Quand vont-ils défendre la démocratie? Et quand vont-ils défendre Hong Kong contre les dictateurs de la Chine? L'honorable ministre, Monsieur le Président, nous sommes préoccupés relativement à ce qui se passe à Hong Kong. Avec des centaines de milliers de Canadiens qui vivent à Hong Kong, nous avons un intérêt dans la stabilité et la prospérité à Hong Kong. Nous croyons à l'autonomie et à la liberté à Hong Kong. Le Canada continue de soutenir l'autonomie de Hong Kong et l'approche un pays, deux systèmes. Nous encourageons les partis à participer à un dialogue pour discuter des préoccupations de la population de Hong Kong. Monsieur le Président, si les libéraux sont si préoccupés comme ils disent, pourquoi s'opposer à ce qu'un groupe de parlementaires canadiens, dans le cadre du travail du Comité Canada-Chine, se penche sur la situation de Hong Kong pour les droits démocratiques de ces gens-là? La liberté d'expression est importante, particulièrement en pandémie. Les libéraux se vantaient en 2019 qu'ils allaient défendre la liberté d'expression. Ils nous voient pour un siège au Conseil de sécurité. On peut ici, le Parlement, se pencher là-dessus pour défendre la liberté d'expression. Pourquoi les libéraux ne se défendent-ils pas le droit des Canadiens et la démocratie face à la Chine? L'honorable ministre. Monsieur le Président, je dois carrément refuter ceci. Il y a actuellement 8 comités qui se voient d'une base régulière. Par exemple, l'agriculture s'est rencontrée 5 fois avec 32 témoins. Au total, il y a eu 74 réunions, Monsieur le Président, avec 580 témoins sur l'ensemble des comités. 23 ministres ont comparu, Monsieur le Président, tout ça en période de pandémie avec les difficultés qu'il peut y avoir. Mais on a tenu le fort, Monsieur le Président. On s'est assuré que les comités puissent siéger. La députée de London Fanshawe.
Monsieur le Président, Daniel de ma circonscription vit avec seulement 1 000 $ par mois. En raison de ses problèmes de santé, elle est vulnérable à la COVID-19 et a de la difficulté à se protéger. Elle doit acheter des médicaments de sa poche, payer pour la livraison de marchandises et éviter le transport en commun, son seul mode de transport. Daniel nous dit que les petites dépenses s'accumulent. Daniel n'a pas besoin d'autres promesses non tenues, elle a besoin de mesures du gouvernement. Les libéraux vont-ils offrir à ces gens l'aide nécessaire? Merci, Monsieur le Président. C'est une belle occasion de remercier la députée de sa question. Nous avons mis en place des mesures pour soutenir les personnes vulnérables, comme cette personne de sa circonscription. Nous savons qu'il est difficile de traverser cette crise, c'est pourquoi nous avons agi rapidement et de façon efficace en offrant du soutien. Rapidement, je parle par exemple de l'augmentation du crédit de la TPS, les prestations. Nous allons faire cela parce qu'il faut continuer de s'occuper des Canadiens. Le député de Hamilton Mountain. Monsieur le Président, des milliers de Canadiens mis à pied ne peuvent pas obtenir les prestations supplémentaires négociées avec leur employeur. Le gouvernement n'a pas expliqué pourquoi. Les familles ont besoin de ces prestations pour payer leurs factures. Il ne s'agit pas de la charité, ce sont des prestations qui ont été négociées par les travailleurs et payées par l'employeur. Le gouvernement empêche les travailleurs de toucher cette assurance imposable. On demande au gouvernement de mettre fin à cet échappatoire. Pourquoi le gouvernement empêche-t-il les travailleurs de toucher à cette prestation? Quand le gouvernement va-t-il régler ce problème? Le président du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président. C'est une question importante. Je peux vous dire à quel point les Canadiens traversent une période difficile. Nous sommes au courant. C'est pourquoi nous avons agi rapidement relativement à la PCU. On parle de 8,2 millions de Canadiens qui ont reçu au moins un paiement de la PCU. Nous savons que cela aide de nombreux Canadiens, mais nous savons qu'il y a plus à faire et nous allons continuer de travailler pour les Canadiens. Le député d'Orléans. Merci, Monsieur le Président. Chaque jour, des milliers de camionneurs, incluant plusieurs de ma circonscription d'Orléans, parcourent le Canada pour acheminer à nos communautés des produits essentiels tels que des médicaments, de la nourriture, de l'équipement de protection personnelle. Ils sont véritablement une partie critique de notre chaîne d'approvisionnement qui garde nos villes et nos villages en santé. Dès le début de cette triste pandémie, notre gouvernement a affirmé que ces camionneurs devraient être identifiés comme travailleurs essentiels dans l'ensemble du pays afin qu'ils puissent effectuer leur travail d'un océan à l'autre. Est-ce que le ministre des Transports peut nous présenter les mesures qu'il a prises en collaboration avec ses homologues provinciaux afin de s'assurer que nos vaillants camionneurs puissent continuer leur travail si important et en toute sécurité? Le ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président, et je remercie ma collègue de souligner l'apport important, essentiel que nos camionneurs nous apportent pour nous ravitailler en produits essentiels. Je tiens à les remercier et je dois vous dire que j'ai travaillé depuis le début avec mes homologues provinciaux pour s'assurer, pour les encourager à ouvrir plus de haltes routières pour pourvoir à leurs besoins, bien sûr en conformité avec les exigences de santé publique. On travaille également en ce moment à s'assurer qu'ils ont l'équipement de protection personnelle dont ils ont besoin et on n'hésitera pas de prendre d'autres mesures pour s'assurer que nos camionneurs se sentent en sécurité. Encore une fois, merci à nos camionneurs. La députée de Elgin Middlesex London. Monsieur le Président, les producteurs de grains contribuent 75 000 emplois. Selon un sondage, 86 % de ces producteurs s'attendent à une réduction de leurs revenus. La moitié ont déjà vu une réduction de vente et 24 % voient qu'il y a des annulations de certains contrats. Un tiers ont des problèmes de liquidité et un autre tiers s'attend à avoir des problèmes de liquidité dans un avenir rapproché. 55 % ne peuvent pas couvrir les coûts de production. Que fait le gouvernement pour aider les producteurs pendant cette pandémie et à l'avenir? L'honorable ministre. Alors, permettez-moi de vous rappeler tout ce qu'on fait pour nos producteurs parce qu'on tient à eux, on sait à quel point ils nous offrent un service essentiel et qu'ils assurent la sécurité alimentaire au pays. Alors, on a des programmes de gestion de risque qui offrent en moyenne 1,6 milliard de dollars. Récemment, on a annoncé un 100 000 $ additionnel pour les producteurs de bœuf et de porc, 77 millions de dollars pour les transformateurs, 20 millions de dollars pour la commission, l'Agence d'inspection des aliments.
50 millions de dollars pour aider la venue des travailleurs temporaires étrangers. Et nous allons en faire plus, Monsieur le Président. Nous savons à quel point nos fermiers sont importants pour l'économie canadienne. Le député de Foothills. La ministre de l'Agriculture dit au Canada que les programmes ne sont pas suffisants. Elle dit qu'elle ne sait pas où sont les lacunes, où les fonds devraient aller. Il faudrait exempter l'agriculture de la taxe sur le carbone. Il pourrait donc récupérer une partie de l'argent. On pourrait améliorer le programme d'assurance du bétail. Pourtant, l'approche veut que les gens utilisent d'abord leurs épargnes. Quelle autre industrie canadienne a-t-elle eu comme directive d'utiliser tous les comptes et vider leurs comptes avant d'obtenir de l'aide du gouvernement? Merci, Monsieur le Président. Alors, il y a plein de programmes qui sont disponibles pour nos producteurs agricoles et on sait qu'on doit en faire plus et on travaille avec eux pour vraiment s'assurer d'identifier quels sont les groupes qui ont des besoins additionnels. On est à leur écoute. Je vous rappelle que le programme, le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, on a entendu nos producteurs nous dire que trop peu d'entre eux avaient accès à ce programme. On a élargi les critères. Maintenant, ça représente 670 millions de dollars en aide directe à nos producteurs. L'honorable, the honorable member. Le député de Yorkton-Melville. Merci, Monsieur le Président. Le ministre de la Sécurité publique a dit que les armes à feu interdites n'étaient pas propices au sport ou à la chasse. Pourquoi le ministre choisit-il d'attaquer les propriétaires d'armes à feu respectueux des lois? Pourquoi ne s'attaque-t-il pas plutôt aux criminels qui n'ont pas l'intention d'obéir aux restrictions? Le ministre de la Sécurité publique. Merci, Monsieur le Président. Soyons clairs. Nous avons interdit les armes qui ne sont pas conçues pour la chasse et le tir sportif. Elles sont plutôt conçues pour le combat militaire. Il n'y a pas de place pour ces armes dans notre société. Elles ont malheureusement été utilisées dans des massacres au Canada et ailleurs dans le monde. Nous avions dit que nous allions renforcer le contrôle des armes à feu. Nous avons pris une bonne première mesure. Il y a encore du travail à faire et c'est ce que nous allons faire. Le député de Battleford, Lloydsminster. Merci, Monsieur le Président. Nous savons que le premier ministre ne veut pas soutenir les agriculteurs. Il s'en prend aux propriétaires respectueux des lois, les propriétaires d'armes à feu. Il devrait s'en prendre aux criminels et non pas aux athlètes ni aux chasseurs. Question simple. Le premier ministre peut-il nous dire pourquoi il joue à la politique pendant cette pandémie? Honorable ministre. Monsieur le Président, c'est une question de responsabilité. Nous devons garder les Canadiens en sécurité. La violence avec les armes à feu continue d'être un problème dans plusieurs communautés de notre pays. Pensons par exemple aussi aux incidents de violence familiale. Il faut mettre de l'avant de nouveaux règlements pour ce qui est de l'entreposage. Il faut avoir de nouvelles lois et de nouveaux règlements pour les entrées et les sorties à la frontière. Monsieur le Président, nous allons prendre des mesures qui sont nécessaires pour garder les Canadiens en sécurité. Monsieur le Président, le gouvernement a annoncé qu'il allait offrir 10 jours de congé de maladie payés aux travailleurs. Malheureusement, étant donné que 95 % des travailleurs ne sont pas soumis au Code canadien du travail, on s'aperçoit que ce n'est pas ici que ça va se décider. J'étais content d'entendre la question du chef du NPD et surtout la réponse du premier ministre qui disait qu'il n'allait pas empiéter dans les champs de compétences et de responsabilité du Québec et des provinces. On parle de ça, là, Monsieur le Président. Alors, ma question est simple. Juste avant de faire l'annonce, est-ce qu'il s'est entendu avec le Québec et les autres provinces? L'honorable président du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux de répondre à cette question. On sait que la crise actuelle a commencé par une crise sanitaire, qu'elle s'est ensuite déroulée sous la forme d'une crise économique. Les deux enjeux sont extraordinairement importants si on veut sortir à la fois de la crise sanitaire et de la crise économique. On va travailler évidemment très étroitement avec toutes les provinces, mais on sait que tous les Canadiens et que toutes les provinces sont d'accord sur le fait qu'il faut faire mieux pour protéger à la fois notre économie et la santé des travailleurs. Honorable député de la Prairie. Président, décidément, ils n'ont pas d'entente avec les provinces et le Québec. Le gouvernement est en train de nous dire que si les provinces décident de donner 10 jours de congé, bien, le fédéral est d'accord. C'est pas une mesure, ça, c'est un souhait, Monsieur le Président. Qui va payer pour ça? Le fédéral? Le Québec et les provinces?
Les employeurs qui sont aux prises avec la COVID et qui se demandent s'ils vont faire faillite? Ou la fée des dents? Écoutez, comment le gouvernement peut annoncer comme un fait accompli une mesure qui relève à 95 de d'autres personnes et surtout d'autres parlements? L'honorable président du Conseil du Trésor. Merci, M. le Président. Et je remercie mon collègue de soulever l'enjeu des coûts. Il y a des coûts extraordinairement importants à ne pas protéger la santé des travailleurs dans le contexte de la crise que l'on voit présentement. Les employeurs, les travailleurs, les syndicats, les gouvernements sont conscients que pour que l'on puisse émerger de cette crise plus fort et plus unis, il faut protéger la santé des travailleurs pour qu'ils puissent eux-mêmes protéger la santé de leur famille, mais aussi la santé de leurs collègues. Et c'est dans cette optique que nous avons hâte de travailler avec toutes les provinces et les territoires. L'honorable député de Haliburton Quarter Lakes Brock. Monsieur le Président, plus d'un million d'employés du secteur des touristes ont perdu leur emploi et dans les collectivités rurales, les petites entreprises se font dire de fermer leurs portes. Or, les grands magasins peuvent ouvrir. On demande aux gens de travailler de la maison, mais la connectivité Internet n'est pas fiable. Est-ce que le Premier ministre va enfin commencer à penser aux régions rurales et le secteur du tourisme lorsqu'il crée des programmes de relance? Merci. En un mot, la réponse, c'est oui. C'est ce que nous avons fait depuis le début. Nous savons à quel point la crise est dure dans les régions rurales, dans les transports, l'hébergement, les restaurants. Les temps sont très difficiles pour toutes les régions, surtout les régions rurales. C'est pourquoi nous avons annoncé récemment un fonds régional important qui, en plus de la subvention salariale et les prêts d'urgence, vont aider les régions rurales à traverser la crise et à en sortir plus fort qu'avant. Kelowna Lake Country. Le tourisme est essentiel pour l'économie de l'Okanagan et la saison est très courte pour gagner assez d'argent pour durer jusqu'à la prochaine séance. Avec la COVID-19, les festivals, les congrès, les voyages familiaux ont été annulés. Les entreprises connexes sont touchées aussi, les chauffeurs de taxi, les loueurs de bicyclettes. Le premier ministre a dit le 5 mai que le gouvernement pensait à des mesures pour appuyer le tourisme. Ça fait 3 semaines et on attend toujours. Les premiers ministres laissent tomber les opérateurs du secteur du tourisme. Quand est-ce qu'ils vont annoncer leur plan? Eh bien, merci. Première réponse, le fonds d'aide à la relance régionale de 962 millions de dollars qui est là pour aider d'autres mesures que nous avons mises en place, comme les subventions salariales, comme les prêts d'urgence, comme la prestation de canadiennes d'urgence pour les travailleurs qui ont malheureusement perdu leur emploi. Alors tout ça, on sait, ça va aider notre tissu régional et touristique extraordinairement important à passer à travers la crise et à sortir plus fort. Honorable député d'Edmonton Centre, Monsieur le Président, les entreprises de tout le pays connaissent des difficultés. Le gouvernement dit que si les prêts d'urgence des entreprises ne sont pas suffisants, les entrepreneurs devraient faire une demande pour le programme d'accessibilité au crédit qui fournit des garanties de prêts par l'entremise de développement des exportations. Et il n'y a pas eu de réaction sur le fonctionnement de ces prêts. Malgré toutes mes questions, une question très simple. Combien de garanties de prêts ont été accordées depuis le 13 mars? L'honorable ministre des Petites entreprises. Merci, Monsieur le Président. Et je remercie mon honorable collègue pour cette excellente question. Nous avons offert de nombreux appuis pour aider les petites entreprises, y compris le programme de prêt, de garantie de prêt. Et je fournirai cette information dès que je le pourrai. Ces appuis vont vraiment aider nos petites entreprises à passer à travers cette période difficile et leur donner le capital de fonctionnement dont ils ont besoin. Le secteur des arts et des spectacles a été gravement secoué par la pandémie. Nous savons que ce secteur emploie grand nombre de Canadiennes et de Canadiens, dont beaucoup sont des pigistes, comme Liz McRae, résidente de ma circonscription, qui gagne sa vie à contrat à titre d'artiste de la voix.
comment le gouvernement va-t-il appuyer les travailleuses et travailleurs du secteur des arts et des spectacles en attendant un vaccin qui nous permettra un jour de reprendre toutes ces activités culturelles que nous aimons tellement? L'honorable président du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais commencer par remercier le député de Lac-Saint-Louis pour sa question. Plus que jamais, nous avons besoin de nos artistes pour nous garder unis, solidaires et forts tout au long de cette période très difficile. Depuis le début de la crise, notre gouvernement a pris des mesures immédiates et solides pour les soutenir. Nous nous sommes par exemple assurés que les artistes qui perçoivent des redevances soient admissibles à la prestation canadienne d'urgence. Nous avons également annoncé un soutien d'urgence de 500 millions de dollars afin de répondre aux besoins des secteurs des arts, du patrimoine et des sports. Notre gouvernement, Monsieur le Président, a toujours été là et continuera d'être là pour nos artistes et nos athlètes dans le contexte de la situation difficile. Le député de Bellechasse, les Etchemins-Lévis. Merci, Monsieur le Président. Qui a dit que la COVID ne se transmettait pas d'humain à humain ou qu'on n'avait pas besoin de masques ou qu'on n'avait pas, par exemple, besoin de fermer les frontières? C'est le gouvernement, Monsieur le Président. Est-ce que c'était vrai? Malheureusement, non. Et on en paie le prix aujourd'hui. Mais voilà qu'on apprend que les libéraux voudraient ériger en infraction le fait de diffuser de la désinformation. Est-ce qu'ils vont s'emprisonner eux-mêmes? Monsieur le Président, que se passe-t-il dans notre démocratie? Est-ce maintenant aux libéraux de dire aux Canadiens ce qu'ils devraient lire et ne pas lire, ce qui est vrai de ce qui est faux? Pourquoi s'attaquer à la liberté d'expression en pleine pandémie? The Honorable Health Minister. L'honorable ministre de la Santé, bien merci, Monsieur le Président. Je suis extrêmement fier de nos fonctionnaires de notre gouvernement qui s'est adapté aux nouvelles données scientifiques. La COVID nous est inconnue il y a 4 mois et demi. Pendant cette période, on a beaucoup appris et lorsqu'on a appris de nouvelles choses, on a ajusté nos conseils aux Canadiens. Pour ce qui est de mes informations, c'est très dangereux que les Canadiens reçoivent l'information qui est fausse, trompeuse et qui leur fait courir de plus grands risques. Monsieur le Président, nous allons nous assurer que les Canadiens auront accès à de l'information crédible sur la manière de se protéger, de protéger leur famille. This is the government that said human-to-human contact doesn't transmit the disease. They said the border doesn't need to be closed. They said wearing a face mask won't help. The minister opposite now is saying they'll make sure that misinformation isn't spread. Don't worry, Canadians. Really? These are the individuals that we're going to trust to make sure that false information doesn't land in the hand of Canadians? They are spending $3.5 million to shut down voices across this country. Mr. Speaker, since when is that okay? The Honorable Health Minister. Mr. Speaker, I'm proud to be a part of a government that believes in investing in science, that believes in investing in research, that understands that science evolves and that our response needs to evolve with it. Mr. Speaker, we're part of a government that actually unmuzzled government scientists, that made sure that we restored funding in the agencies that support our understanding, not only of this disease, Mr. Speaker, but many other diseases that threaten Canadians. We will always stand up for credible, information-based information that can actually support Canadians to make wise choices about how to protect themselves and their families. The honourable member for West Nova. Thank you very much, Mr. Speaker. We understand that the Nova Scotia massacre investigation is complex, and due to the number of lives lost and, of course, the crime scenes that it has. The only information that the families and the public are getting are through the media from heavily redacted RCMP documents, and it looked like they're hiding something, leading to the Premier of Nova Scotia saying that it was up to the Prime Minister and the government to call for an independent inquiry. The gunman is dead. The families deserve answers. Will the Minister of Public Service ask his partners to break from the secrecy and provide information as it becomes available? Chair of Public Services. Mr. Speaker, I want to thank the member opposite for what I think is a very important question. I understand the people of Nova Scotia, and particularly the families that were impacted by this terrible crime, need answers, and they deserve that information. And we are working very closely with our law enforcement. Et nous travaillons de très près avec tous nos
tous les partenaires pour mettre en place un système qui permettra à tous les gens de la Nouvelle-Écosse et du Canada d'obtenir des réponses à leurs questions importantes au sujet de ce terrible crime. Et s'il y a des leçons à apprendre, nous nous assurons de les appliquer pour qu'une telle terrible tragédie ne puisse pas se reproduire. Monsieur le Président, nous savons que les petites entreprises au Canada sont très touchées par la crise. Notre gouvernement les aide grâce à diverses mesures comme la subvention salariale et la PCU. Nous savons que s'ils ont besoin d'aide financière, ils ont aussi besoin d'aide pour se retrouver parmi toutes les mesures disponibles et certains se tournent vers leurs conseillers financiers. Est-ce que la ministre peut dire à la Chambre ce que nous faisons pour que les Canadiens obtiennent l'information et l'aide dont ils ont besoin? Monsieur le Président, je remercie mon honorable collègue pour sa défense des petites entreprises. Les entreprises les plus vulnérables auront peut-être la difficulté à obtenir l'information nécessaire pour passer à travers de cette crise. C'est pourquoi nous avons lancé un service d'appel. Ça va fonctionner 7 jours par semaine pendant 4 semaines et sont les comptables agréés du Canada qui vont offrir de l'information, vont donner des conseils personnalisés au sujet de la réglementation fiscale, les programmes gouvernementaux. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Hamilton Centre. Dans ma déclaration, je racontais l'histoire tragique de M. Rodriguez. Monsieur le Président, le réputé professeur de droit et de médecine Amir Attaran a dit, je cite, « Je suis scandalisé que les libéraux qui font des discours contre le racisme n'exigent pas la collecte de données sur les minorités raciales et la COVID, alors qu'ils sont eux qui courent le plus grand risque. » Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement va exiger de collecter des données sur la race liées à la COVID-19? Monsieur le Président, j'apprécie la question de l'honorable député. C'est très important. L'information désagrégée va nous aider à prendre de meilleures décisions. Et dans le cadre de mesures d'urgence, nous avons demandé de l'information désagrégée, ventilée dès le départ, afin de pouvoir cibler plus efficacement les groupes marginalisés. Merci. Le Canada a des sites incroyables, des sites du patrimoine mondial, les plus grosses marées, des montagnes. Nous pouvons être fiers de tout ce que notre beau pays a à offrir. Le tourisme est un aspect essentiel de l'économie. Avant la pandémie, ça créait des milliers d'emplois, ça contribuait largement au PIB. Mais maintenant, les gens de ce secteur ont besoin de notre aide. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que le gouvernement va faire pour aider les travailleurs du tourisme? Est-ce qu'ils vont pouvoir compter les heures travaillées l'an dernier pour demander l'assurance emploi comme c'est le cas d'autres secteurs? L'importance des difficultés que vivent nos travailleurs, particulièrement en contexte rural et dans le domaine touristique. C'est pour ça que rapidement, nous avons intervenu pour mettre en place la prestation canadienne d'urgence, par exemple, la subvention salariale, des prêts d'urgence aux petites entreprises qui sont nombreuses dans le milieu rural et dans le secteur touristique en particulier. C'est pour ça que nous avons aussi annoncé que d'autres choses allaient être faites, en particulier pour le retour à des prestations d'assurance-emploi pour ceux qui n'y auraient pas droit normalement. Et c'est pour ça que nous allons continuer à travailler avec tout le secteur et avec les provinces et territoires pour nous assurer que l'industrie touristique soit là à la relance économique.